Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Disparition de Matthew Perry. De quoi sa mort est-elle le symbole? Avant de répondre à cette question et traiter de très nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de me consacrer à la réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Christine Ray, l'ami corsaire, Caroline Daubigny. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à lever le petit pouce, à écrire de gentils messages et à me diffuser sur d'autres réseaux sociaux. On ne lâche rien, même si l'actualité est difficile en ce moment. On va revenir sur la nouvelle qui est arrivée cette nuit. Donc, Matthew Perry nous a quittés. Il était une des figures emblématiques de cette série de la fin des années 90, début des années 2000, Friends. Vous êtes nombreux à l'avoir vue. Ce n'est pas une question de goût, d'aimer ou de ne pas aimer, mais elle représentait quelque chose, des années d'insouciance, le progressisme, une forme de multiculturalisme. Et Matthew Perry disparaît dans des circonstances, j'ai presque envie de dire, très symboliques. De sources policières ont déclaré que l'acteur avait été retrouvé mort samedi dans une maison du quartier de Pacific Palisades de Los Angeles. Les autorités ont déclaré qu'il semblait être mort par noyade dans son jacuzzi. Le personnel d'urgence a d'abord répondu à un appel signalant un arrêt cardiaque à la maison. Aucune drogue n'a été trouvée sur le lieu, aucun acte criminel n'est suspecté selon le média. Ce n'est pas un hasard si la presse évoque la piste des produits interdits. Pour quelle raison Matthew Perry a souvent avoué aux journalistes qu'il en était un adepte. Il avait d'ailleurs suivi de longues cures de désintoxication. Et là, il devient un symbole de cette Amérique complètement gangrénée par le trafic de drogue et des opiacés. Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité, si je puis m'exprimer ainsi, disparaît. On se rappelle de Coolio, qui était un rappeur assez célèbre des années 90, qui était décédé suite à la consommation de fentanyl. Et je vous avais montré que dans la crise opiacée, on attendait jusqu'à 120 000 morts. Lorsque vous avez donc une star, entre guillemets, qui décède des opiacés, c'est toute l'Amérique qui sait de quoi on parle. Et qu'est-ce qu'il était devenu, Matthew Perry? Mais il était devenu un peu une sorte d'épave qui, pendant la période du Covid, s'affichait avec un t-shirt où il appelait les Américains à aller à la pique-pique. Et oui, il y a quelque chose d'ironique dans la disparition de Matthew Perry, parce qu'il était le représentant de cette génération friande, multiculturaliste, progressiste, démocrate, qui nous a vendu ce projet. Mais qu'avons-nous vu à l'écran? Des adolescents éternels qui finissent à 50 ans par disparaître des excès qu'ils avaient prônés. Oui, très ironique et très symbolique. Vous pourriez me rétorquer que c'est la situation américaine, mais Friends, c'était aussi le projet européen. C'est le projet sans frontières, c'est le projet multiculturel. Et nous nous réveillons en 2023 avec une société, oui, multiculturelle, où toutes les communautés se font face à face et sont prêtes à s'affronter. Nous vivons donc dans un monde sans frontières qui bascule de plus en plus dans un narco-État. Et nous nous sommes dirigés par une élite, entre guillemets, bruxelloise, qui n'est pas très à l'aise avec la liberté d'expression. Comment en est-on arrivé là? Parce que des politiques pendant 30 ans nous ont vendu le modèle Friend. Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux Européennes, à l'avocat Charles Consigny. S'il y a des professeurs aujourd'hui décapités, c'est parce qu'il y a des gens comme vous qui, pendant 30 ans, qui ont dit à des gens comme moi qu'ils étaient d'extrême droite. C'est tout ce joli monde de l'UMPS qui nous a vendu un modèle qui était en quelque sorte qu'un scénario d'Hollywood pour adolescents attardés. Certains pourraient me rétorquer que Marion Maréchal, si elle a tout à fait raison, il n'en reste pas moins qu'elle soutient une certaine Europe. Elle a même dit d'ailleurs que le Frexit était en dernier recours. C'est bien là le problème. Comment se fait-il qu'ils arrivent à soutenir l'Europe qui est à la base de tous nos problèmes? Et c'est la même chose avec nos amis du Rassemblement national. Les Européennes doivent être la première pièce à l'édifice du Rassemblement et de l'unité des patriotes. Je suis tout à fait d'accord de l'unité des patriotes, mais pour défendre quoi? Bruxelles, Thierry Breton, Van der
breton. Et nous avons connu ce fameux vendredi, pas de Twitter. Il faut voir d'ailleurs quels étaient les hommes politiques qui appelaient à la censure. Plusieurs politiques de gauche et institutions reprennent à leur compte le No Twitter Day. Vous avez Anne Hidalgo, vous avez le socialiste fort et vous avez les hôpitaux de la PHP. Autrement dit, tous les affreux qui sont à la source de tous nos maux. Je pense que vous partagerez mon avis. Quand vous entendez le mot PS, vous avez un frisson d'effroi. Pensez par exemple à ce sénateur socialiste payé par nos impôts qui a été à l'origine d'un amendement visant à sanctionner d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € d'amende les parents qui refusent de soumettre leurs enfants à la vaccination pchout obligatoire. L'avantage dans la crise Covid est qu'ils ont laissé tellement d'écrits de vidéos de leur délit pour les laboratoires américains. Et tout ce petit monde se connaît, comme le montre la photographie, quand les NoFakeMed se réunissaient autour de Jomier et de Karine Lacombe et du docteur Marty. Au Sénat, la photo d'une mafia en marche, d'un lobby qui défend les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Et puis, d'autres sont venus rejoindre Julien Pain et Tristan Mendès France. On s'en doutait un petit peu, l'esprit Charlie, c'est pour les gogos. Charlie rejoint l'appel lancé par Rudi Reichstad, Julien Pain et Tristan Mendès France et ne tweetera pas ce vendredi 27 octobre. Si vous aussi vous détestez Elon Musk, rejoignez-nous sur le ciel bleu. Détester Elon Musk, qu'est-ce que cela signifie, Charlie? Et ce sont les mêmes qui nous ont vendu l'esprit Charlie? Oui, de beaux hypocrites. Alors on va revenir sur notre chouchou, Rudy rend l'argent. N'oublions pas que c'est nous tous qui faisons la richesse de Twitter. Il n'y a pas de fatalité à ce que cette plateforme se transforme en l'égout qu'il est en train de devenir. Alors vous avez remarqué que le mot égout, ils l'ont tous répété, martelé pour que ça la rentre bien dans la tête. Martial Bild lui répond, n'oublions pas que c'est nous, contribuables français, qui faisons la richesse de Rudy. Et oui, Rudy, rends-nous l'argent. Par ailleurs, aucun journaliste, alors qu'il a tourné sur tous les plateaux de télévision pendant 24 heures, ne lui a posé la question « Alors Rudy, est-ce que tu as rendu l'argent du fonds Marianne ?» Et il faut aussi ajouter que Radio France est financée par nos impôts. Alors, est-ce que cette journée du No Twitter Day a-t-elle été un succès pour Julien Pain? Pas le moins du monde. Il n'y a jamais eu autant de tweets que ce vendredi. Il y a une augmentation de plus de 30%. Les initiateurs du No Twitter Day tentent de se rassurer aujourd'hui en tweetant frénétiquement qu'ils ont bien eu raison de faire ça, que leur hashtag a d'ailleurs été beaucoup repris. Ils oublient de dire que dans 99% des cas, c'était pour se payer de leur tête. Que les méchants complotistes fachos anti-vax d'extrême droite, réchauffement climatique, etc. ont été très actifs hier, car ils ont eu peur d'eux. Et qu'on est tous très vilains de défendre Elon Musk et son attachement à la liberté d'expression. Vous imaginez l'inversion accusatoire. Moi, je crois surtout qu'ils ont vécu la pire journée de leur vie, qu'ils sortent de là ridicules et humiliés. Et pour une raison essentielle, c'est que nous avons retweeté tous leurs mensonges. Et ils sont évidemment légion. Qu'ils ont réalisé cette cruelle vérité, ils ne sont rien. Rien d'autre que leur réseau médiatique artificiel de copains et de coquins, comme je vous l'ai montré. Leur influence, c'est zéro. Ils se croyaient intelligents et ils ont tout raté. Et ils veulent recommencer. Ah bien, allez-y. Qu'on s'amuse une fois de plus. Sans contestation possible, donc, cette journée du 27 octobre a été un franc succès. Par ailleurs, de plus en plus de Français rejoignent notre... Vous avez des leaders, des LR, du Rassemblement National ou de Reconquête qui font comme si de rien n'était. C'est inadmissible. Allez, on va changer de rubrique, on va aller vers l'international. Le journal Le Monde titre enfin « Pourquoi la contre-offensive de l'Ukraine est un échec ». Pendant des mois, on a vu pourtant à la une de l'E-Monde ce genre d'article. Guerre en Ukraine, la contre-offensive ukrainienne est loin d'être un échec selon les États-Unis. Début octobre, ils nous expliquaient que la contre-offensive allait peut-être l'emporter. Et ce qui me fascine chez les journalistes du Monde, quand on reprend leur article sur l'échec de la contre-offensive ukrainienne, c'est qu'ils sont capables de reprendre les analyses de Xavier qu'il avait données dès le mois de juin avec 4 mois de retard. Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement, le principe de réalité a fini par s'imposer aux journalistes du Monde 4 mois plus tard. Et pas tant. Allez, on va changer de monde, on va changer de conflit.
À la une du journal Le Figaro, Gaza, le chef du Hamas se dit prêt à un échange de prisonniers immédiatement. Le mouvement terroriste a enlevé au moins 200 otages au cours de son raid du 7 octobre. Plus de 400 interpellations pour actes antisémites en France, 21 interpellés et 1487 verbalisés. Nouveau bilan de la manifestation interdite à Paris qui soutenait la cause palestinienne. On peut en effet soutenir le peuple palestinien, mais se mettre derrière le Hamas pose un véritable problème. Pourquoi ? Parce que le Hamas, mouvement de la lutte islamique, n'est pas, comme son nom l'indique, un mouvement de lutte palestinienne, mais de lutte islamique qui appartient à la mouvance des frères musulmans, comme il le précise dans l'article 2 de sa charte. C'est pour cette raison qu'il faut faire une distinction avec les diplomates qui négocient naturellement avec le Hamas parce qu'ils détiennent des otages, parce qu'ils sont les représentants, hélas, d'une certaine population palestinienne, mais qu'on ne peut pas les soutenir dans une manifestation. Par ailleurs, nous avons appris que Gaza, le chef du Hamas, se dit prêt à un échange de prisonniers immédiatement. Le mouvement terroriste a enlevé au moins 200 otages au cours de son raid du 7 octobre. Mais de l'autre côté, il y a eu une manifestation où il y a eu des slogans pour soutenir le combat du Hamas. Et là, ce n'est pas acceptable. D'autant plus que nous commençons à voir des chefs d'État qui entrent dans la danse. Hamas, Israël, l'Occident est le principal coupable des massacres à Gaza, assure Erdogan. Ce qui est intéressant avec Erdogan, c'est sa subtilité. Il met tout le monde dans le même sac. Et il fait même pire. Il clive le président turc Erdogan, l'Occident. Voulez-vous reprendre le combat entre la croix et le croissant ? Il me semble qu'en France, certains hommes politiques, et notamment de la gauche, ont déjà choisi leur camp, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a l'autre côté, qu'Israël essaie de punir et de châtier des terroristes, c'est tout à fait normal. Qu'Israël se défende, c'est tout à fait normal. Mais là, les mots de Netanyahou résonnent en quelque sorte comme un écho de ce qu'a dit Erdogan. Et oui, nous allons accomplir la prophétie d'Isaïe. Si nous avons en effet des fanatismes religieux qui s'affrontent, on va vraiment vers la catastrophe. Il n'y a qu'une seule voie, elle est certes ténue, mais c'est la seule possible, c'est d'avoir un projet politique de sortie de ce conflit. Et vous avez l'ONU qui a lancé une nouvelle résolution. L'Assemblée générale de l'ONU réclame à une large majorité une trêve humanitaire immédiate à Gaza. 120 pour, 14 contre et 45 abstentions. Pays ayant voté contre, évidemment, vous les connaissez. Et puis, Lavrov nous livre un très bon discours, comme à son habitude, la voix de la sagesse, qui fait écho à celui de Dominique Villepin. Nous demandons une cessation immédiate des hostilités. C'est la différence entre notre résolution, que nous avons proposée à 2 reprises au Conseil de sécurité des Nations Unies, et la résolution américaine, qui ne parle d'aucune cessation des hostilités, mais condamne seulement le Hamas. Et Israël a donc le plein droit de se défendre par tous les moyens, dit-il. Il est clair que cette approche est également désastreuse, car si Gaza est détruite, si 2 millions d'habitants en sont chassés, comme certains politiciens en Israël et à l'étranger le laissent entendre, cela créera un désastre pour de nombreuses décennies, voire des siècles. Et qui seront les prochaines victimes? C'est évidemment les pays européens. Alors bien sûr, il faut arrêter. Et nous devons annoncer des programmes humanitaires pour secourir la population soumise au blocus. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de chauffage, rien de tout cela. Notre projet de résolution que nous avons défendu avec la Chine et les pays arabes au Conseil de sécurité des Nations Unies visait à atteindre ces objectifs. Mais les Américains y ont imposé leur veto, confirmant ainsi que leur tâche consiste à soutenir Israël par tous les moyens possibles dans toutes ses actions. Allez, il faut le prier pour que la voix de la raison résonne de nouveau dans le monde et que le conflit ne s'embrase pas. Il est également à noter que de nombreux citoyens israéliens ont défilé contre Netanyahou et sa politique belliciste. Vous avez également à travers le monde de très nombreuses manifestations. Oui, il faut absolument qu'il y ait une sortie politique à ce conflit. On va terminer, comme à notre habitude, par une page humour. Une détournée de psychologie, nouvelle formule. Julien Pain, traumatisé par les complotistes depuis sa tendre enfance, il devient fact-checker. La chronique du débunker des étoiles. Comment Alf a-t-il construit les pyramides ? Francis Palombi raconte son enfer en réanimation. Conseil de zététicien, comment emballer votre collection de Lego ?
Comment emballer avec votre collection de Lego? Donc, étude de cas, Rudi Reichstadt. Est-ce sain de s'auto-embrasser les fesses, guérir le sentiment d'inflation? Devez-vous faire le Note Twitter Day? Voilà, un peu d'humour, ça l'a fait du bien dans ce monde de brut. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt, au revoir.